D'accord, alors aujourd'hui, je dois répondre. Je dois répondre à une question qui a été formellement posée par Shamsuddin Deng à propos de l'armée. Son grand problème, c'est est-ce que l'armée n'est pas en train de confisquer la révolution. Et il le dit à partir d'un article que j'ai d'ailleurs publié sur Facebook, un article qui parle des relations actuelles problématiques, selon cet article que j'ai publié, entre la France, les USA et l'ANP. Et il fait donc un historique de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ils ont enlevé, en 2015, ils ont enlevé le général Touffer, les rebonds, la cocaïne, tous ces épisodes qui, au moment où ils se déroulent, ils se passent, nous ont posé problème pour les comprendre. Leur compréhension n'était pas facile. Et maintenant que le temps est passé et qu'on les voit, non pas isolément, mais dans leur fil, ils nous posent encore plus de problèmes. Et la question de Théo, je vais vous la lire, enfin, c'est un questionnement, une affirmation et une question en même temps. Alors il dit, dans le contexte actuel, je ne pense pas qu'une vraie révolution puisse se faire. Peut-être un changement, oui, et qui peut être positif sur plusieurs points, mais retrouver une réelle souveraineté dans le contexte actuel, je suis sceptique. Et bon, donc j'ai tenu à lui répondre, parce qu'il pose ici quelques questions essentielles. Voilà. Mais ce qui est important, c'est dans cette formulation Théo, c'est qu'il y a un pôle, il y a un point de repère, il y a une étoile polaire, il y a une boussole. Il pose, mais retrouver une réelle souveraineté, donc c'est-à-dire souveraineté nationale. Dans le contexte actuel, je suis sceptique. C'est que la question est très compliquée. Mais on va essayer de répondre de façon méthodique. Alors je rappelle que le texte en question, l'article que j'ai publié, c'est un texte, un article du docteur Arab Knouch, et que j'ai repris chez Magharbi. Alors, voyons voir. Il nous dit, est-ce qu'une vraie révolution puisse se faire dans le contexte actuel? Alors, le mot révolution, en général, on parle de révolution quand il y a un changement politique profond, important, très très important. Mais c'est une définition de la révolution qui n'est pas la seule. Parce que pour d'autres historiens, théoriciens, philosophes, etc., les révolutions ne sont pas un changement de régime politique. Elles ne sont pas un changement de forme politique. Ils sont un changement des structures sociales. Une révolution, c'est ce qui change la société elle-même, pas uniquement l'État. Il ne s'agit pas, par exemple, de passer d'une république à une autre, comme il y en a eu en France, la première république, la deuxième, troisième, la cinquième année actuelle. Et donc, pour l'Algérie, passer d'une première à une deuxième république, ce n'est pas une révolution, c'est un changement de régime. Parce que si vous voyez l'exemple, les constitutions françaises, et donc les 5 républiques françaises, toutes
se sont faites à l'intérieur d'une même structure sociale et économique qui est le capitalisme. Mais elles se sont faites chacune à un niveau de développement, à un moment du développement, à un moment de l'évolution du capitalisme. Alors c'est possible qu'on considère que mai 68 soit une révolution. Mais alors là, il faut se demander, d'abord, est-ce que c'est vrai que c'est une révolution? Est-ce que c'est vrai? Et ensuite, dans ces difficultés-là, il faut distinguer de quel type de révolution on pense. Si c'est au niveau limité. Donc il y a une révolution politique, donc la révolution politique donc serait un changement de régime, on va renverser un pouvoir par la force populaire, que cette force populaire soit se passe à travers les urnes, ça peut se faire à travers des élections, des élections massives, pour un parti ou là qui propose un programme de changement et de transformation. Ça peut être par les manifestations de rue, ça peut être par l'insurrection. Et donc, Chemseddine se demande est-ce que cette révolution est possible. Sur le plan politique, la question est-ce que cette révolution est possible, elle est déjà dépassée. La révolution, c'est déjà fait. Elle n'est pas en cours. Elle s'est déjà faite. C'est-à-dire qu'elle est quasiment terminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une forme de pouvoir centrée dans le centre était le président qui s'appelle le président Bouteflika, et que ce centre du pouvoir, il avait un réseau compliqué, complexe, vers des centres de pouvoir seconds, c'est-à-dire un centre de pouvoir pour l'économie, un centre de pouvoir pour la justice, un centre de pouvoir pour l'éducation, pour la culture, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président, lui, il a été obligé de partir. Et il a été obligé de partir à travers la forme que nous avons dite. C'est-à-dire qu'il a été obligé de partir par la force. Ici, ce n'est pas la force des urnes, ce n'est pas la force d'une insurrection, puisqu'il n'y a pas eu de violence, ça a été sous la forme d'une mobilisation populaire, et d'une mobilisation populaire impressionnante. Mais il y a eu usage de la force. C'est l'usage de la force de la mobilisation du peuple. C'est cette unité et cette ampleur qui a été l'exercice par lequel on a changé le rapport de force. Alors que Ouyaya avait mis le peuple au défi de sortir dans la rue, mais lui, il l'avait mis au défi, c'était pour qu'il sorte faire la casse, pour qu'il ait, lui, l'occasion. Lui, il a l'occasion de décréter l'état d'exception ou l'état d'urgence, et en même temps, donc de dire à Bouteflika, c'est ça veut dire un mot, et lui, donc, s'avançait comme le candidat possible, etc. Tout ça, les gens ont compris, le peuple a compris. Cet usage de la force politique a été un usage pacifique. Bon, on va voir peut-être probablement que dans le courant marxiste, les marxistes, ils vont dire oui, mais l'usage de la force, c'est la violence. Non. Non, c'est la violence qui a un usage de la force. Mais vous avez un éminent théoricien communiste, un éminent, c'est pas moi, qui s'appelle Louis Corvalán,
qui était le secrétaire général du Parti communiste chilien, et qui a dit l'usage de la force. Il a parlé de l'usage de la force. Et il dit l'usage de la force, ce n'est pas forcément la violence, mais c'est toujours la mobilisation du peuple. Vous ne pouvez pas exercer de violence s'il n'y a pas une mobilisation populaire derrière vous. Mais la mobilisation populaire très grande, elle vous évite l'usage de la violence. En essayant quand même de comprendre que quand on parle en politique de violence, il ne s'agit pas de brutalité. Ce n'est pas dire que la violence est brutale, non. Ici, la violence, elle est planifiée, elle est réfléchie. Et Luis Corvalán, donc secrétaire général du Parti communiste chilien, avec Allende, parce qu'Allende a été aussi le candidat du Parti communiste chilien, après une première tentative avec Pablo Neruda, nous sommes complètement et tout à fait dans ce cas de figure. La mobilisation populaire a été telle, et le peuple avait compris qu'elle devait être telle, c'est-à-dire qu'elle devait avoir cette puissance, puisqu'ils sont venus en famille avec leurs enfants, etc. Cette force qui a été mobilisée, elle a empêché les secteurs du pouvoir autour de Bouteflika de faire, eux, acte de violence. Et ça, c'est très important. Elle les a empêchés. Cette marée humaine, cette tsunami populaire, la violence, à ce niveau-là de mobilisation, la manipulation, les stratagèmes ne jouent plus. C'est au-delà de ce qui est possible de manœuvrer. Puis, pour savoir si cette révolution politique s'est faite, c'est que non seulement Bouteflika part, il démissionne, mais beaucoup de figures qui étaient essentielles au fonctionnement du pouvoir de Bouteflika vont disparaître. D'abord, le Premier ministre, ensuite quelques grosses têtes, et enfin, on en arrive au cœur de ce que Ali Belflis a appelé les forces extra-constitutionnelles, c'est-à-dire le cerveau de tout ce qui était pouvoir, usage du pouvoir, avec les cadeaux, les prébendes, les contrats, trafic et tout ça, c'est Saïd Bouteflika. Donc c'est non seulement un homme qui tombe, mais c'est une organisation qui tombe. Les gens ne se sont pas trompés lorsqu'ils l'ont appelé Essaba. Bon, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas le mot Essaba qui est le mot exact en tant que fonctionnement de ce groupe. C'est le mot caste. Mais du point de vue pratique, du point de vue de comment ça fonctionne, le mot Essaba correspond tout à fait à ça. Et le pouvoir de ces gens, on l'a découvert au fur et à mesure, était non seulement immense, sans limite, machiavélique, puisque nous apprenons maintenant qu'ils finançaient même des opposants à eux, avec les dernières révélations sur donc, les messages qu'il y a eu entre Hicham Aboud, Saïd Bouteflika et compagnie, qu'ils ont financé donc une fausse opposition, et donc ils se sont auto-créés leurs propres opposants. Aujourd'hui, où est cette puissance incroyable? Ben, elle a disparu.
dire oui, bien sûr, il y a des résidus. Oui, bien sûr qu'il y a des résidus. Et bien sûr qu'il y a des résidus. Quand la Révolution française se déroule en 89 et puis coupe la tête du roi en 93, mais les restes et les résidus de l'aristocratie et de la féodalité sont partout. Mais pour l'essentiel, cette révolution française qui a été une vraie révolution, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de changer de régime. Et ça a changé toute la société. Encore que le mot régime, dans le cas qu'on utilise dans le cas de la Révolution française, ne signifie pas un État, ne signifie pas une forme d'État, une république. Ça signifiait l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de la féodalité. Donc de ce point de vue-là, Chimseddine, j'ai envie de lui répondre, mais c'est-à-dire ouvre les yeux. Mais la révolution, elle a été faite. Et comme toutes les révolutions politiques, quand elles se déroulent, elles font tomber des têtes, parfois avec violence, puisque nous avons parlé de 93, 1793 pour les Français, mais il y a eu d'autres cas ailleurs. Mais c'est aussi ici des têtes sont tombées. Et c'est des têtes qui étaient des têtes du pouvoir. Donc quand vous vous retrouvez devant le tribunal des premiers ministres, des ministres, des généraux, c'est que vraiment, beaucoup de têtes sont tombées. Et quelle est la difficulté pour comprendre cette histoire, pour Chimseddine et pour les autres, y compris pour moi-même, quand les choses se passent? Ce qui nous empêche de voir le déroulement réel, le processus réel, celui qui est en train de se dérouler, c'est que nous allons, comme dans d'autres domaines de la vie, c'est que nous allons vers l'analyse de la situation avec des images, des représentations, un imaginaire. C'est les représentations que nous avions, que nous avons, qu'on nous a fabriquées, qu'on nous a créées, les images que nous avons de la Révolution nous empêchent à la fois de voir la Révolution réelle et nous empêchent de la voir à partir du critère de la réalité, de qu'est-ce qui s'est effectivement passé, de ce que Hegel appelle l'effectivité, c'est-à-dire la réalité des choses. Alors on n'arrive pas à le voir. Cette révolution politique, elle a déjà été faite. Maintenant, est-ce que cette révolution politique, c'est la seule qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu, comme le stipulent, comme le disent, comme le formulent les théoriciens, les philosophes, les historiens, est-ce qu'il y a eu révolution sociale? Est-ce que nous avons assisté juste à une révolution politique qui a fait que les gens qui étaient en haut se retrouvent en prison, alors que d'habitude, nous voyons, nous, aller en prison, c'est les enfants de nos quartiers. C'est ceux qui sont en bas, pas qui sont en haut. Est-ce qu'il y a eu révolution sociale? Ben, examinons les choses. Dans l'imaginaire, dans ce qu'on nous présente, c'est révolution à l'époque moderne dans laquelle nous vivons. C'est on renverse une classe qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des oligarques qui sont tombés un par un. Des oligarques qui, par coup de téléphone, pouvaient donner des instructions à un ministre. Des oligarques qui pouvaient s'entendre et décider avec le Premier ministre.
des oligarques qui tenaient la puissance de l'argent entre leurs mains. Et ils ont été frappés, ces oligarques qui constituaient une caste. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Ils sont dans les prisons ou face aux tribunaux. Est-ce que c'est une révolution sociale? Oui, c'est une révolution sociale. Parce qu'au départ, bon, les gens, le peuple, parfois nous-mêmes, on les voyait comme des individus isolés qui chacun tirait profit pour lui-même d'une relation, d'un coup de téléphone. Puis au fur et à mesure que nous avons vu les affaires s'étaler, les affaires c'était en train de s'étaler, on a vu que ce n'était pas des individus qui agissaient en francs-tireurs, voltigeurs ou ados, qu'en réalité l'action de chacun d'entre eux, pour son propre profit et sans tenir compte des autres, devait passer par le même cerveau central. Bon, donc maintenant nous avons appris qu'ils passaient tous par Saïd. Et donc il y avait un système nerveux, peut-être pas suffisamment développé pour que ces gens aient conscience qu'ils ont constitué un même corps, un seul corps. C'est-à-dire qu'ils ont constitué un groupe social qui avait des intérêts communs objectifs. Et que normalement, ils auraient dû, entre Kouninef, Haddad, je ne sais pas quoi, Netahkou, etc., avoir déjà commencé à réfléchir, mais quel est notre intérêt en commun? Qu'est-ce que nous devrions faire pour rester au pouvoir, pour continuer à avoir cet argent, etc. Eh bien ça, ils ne l'ont pas eu. Ça veut dire que c'était un groupe social, une caste, qui avait une existence objective, mais pas une existence subjective. Marx aurait dit, c'était un groupe en soi, mais pas pour soi. Est-ce qu'elle pouvait devenir une classe pour soi, ou un groupe pour soi, ou une caste pour soi? Là, pour Chebseddin, non. C'est une impossibilité historique. Mais je ne sais pas politique, historique. Il n'avait aucune chance de devenir une classe pour soi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le système de pouvoir qu'ils ont créé, c'est un système de relais de l'impérialisme. C'est-à-dire, quand ils se sont installés, non pas pour construire une économie nationale, mais pour s'insérer, eux, dans un système mondialisé ou globalisé. De toute façon, ça dépasse et leur intelligence et leur capacité même de comprendre le béaba, qui a des histoires à nous. Ils se sont installés en tant que relais de puissance étrangère. Nous avons déjà discuté, je l'ai déjà dit, la création d'un fonds commun d'investissement algéro-français en Afrique, c'est du néocolonialisme. La création du fonds commun algéro-français d'investissement français en Algérie, c'est du néocolonialisme. C'est à la fois, pour nous, cette casse de comprador, le moyen légal et l'occasion plus fréquente de sortir leur argent, mais en devise offerte par l'État pour aller aider la France à contrer les Chinois en Afrique. Et puis ensuite de travailler entre la France et l'Algérie. Et ce qui s'est passé avec ces arrestations, il y a eu une révolution sociale. Il n'y a pas eu
simplement une révolution politique, il y a une révolution sociale. Mais une révolution sociale, pas telle qu'on nous raconte dans les médias, non, c'est une révolution sociale concrète. Ça veut dire que depuis que le Hirak a commencé, la caste des oligarques, en entier, elle a été démantelée de façon globale, c'est-à-dire en tant que caste. C'est-à-dire que ces membres principaux, les membres principaux de la caste, ils sont hors d'état de nuire, ils sont flaps. Mais quand ces enquêtes ont été faites, qu'ils ont été arrêtés, c'est le système nerveux qui faisait vivre cette caste et qui l'enrichissait, qui a été cassé. Parce que derrière eux, il y a des directeurs centraux du ministère, il y a des directeurs du secteur économique, il y a une série de démantèlements qui sont en cours. Et nous ne voyons que la vitrine. C'est-à-dire que nous voyons que ce qui est en train de se passer à Alger. C'est-à-dire qu'il reste que dans les wilayas, il y a des enquêtes qui aboutissent et qui sont menées sur les systèmes de prédation dans les wilayas. La caste dominante, ou la classe dominante, celle qui tenait le pouvoir en Algérie, ce n'était pas la bourgeoisie. Ce n'est pas la bourgeoisie. C'est-à-dire que on doit réfléchir en termes de classe, de lutte des classes, et donc de révolution. C'était la caste des oligarques. Et cette caste des oligarques, elle était le relais de la gouvernance néocoloniale. Alors, c'est pour ça que je voulais répondre à Chemseddine. C'est la phrase qu'il dit. Il dit peut-être un changement, oui, et qui peut être positif sur plusieurs points, mais retrouver une réelle souveraineté. Alors, c'est la question qu'il pose. Dans le contexte actuel, je suis sceptique. Et bien, le démantèlement de la caste, les enquêtes qui ont été menées, c'est le démantèlement pratique des relais de la domination néocoloniale et de la domination française. Parce que cette domination néocoloniale, elle ne passait pas par les airs. Elle passait à travers des individus concrets, des figures concrètes. Elle passait à travers des mécaniques concrètes. Le transfert d'argent, la surfacturation, les sociétés écrans qu'on crée là-bas en Europe pour que les oligarques s'achètent à eux-mêmes les produits qu'ils importent. Quand nous parlons de la domination coloniale, nous ne sommes pas en train de parler en général de la domination systémique. En général, nous parlons de la domination concrète aujourd'hui de la France sur notre pays à partir des figures concrètes qui sont des hommes concrets. Et ces hommes, ils sont hors état de nuire. Et donc, s'il y avait un travail à faire, dans la voie de la restitution, de la reconquête de notre souveraineté nationale, il faut aller d'abord casser et abattre les vecteurs de la domination coloniale et les vecteurs concrets. Et donc aujourd'hui, avec cette mise à plat de ces vecteurs de la domination coloniale, nous avons infiniment plus de chances qu'il y a 4 mois de pouvoir revenir à notre souveraineté nationale. Et
exemple pratique, pratique. Eh bien, c'est qu'Anadarko, Total ne pourra pas acheter. L'État algérien vient dire, attention, nous, on va examiner si Total peut acheter les actions que Anadarko a dit qu'elle veut vendre, auquel cas la France aurait eu 100%, la totalité de la part légale. La part légale en Algérie, c'est 51-49. Elle est belle comme. Donc, on a 51% ou 49. Donc, ils auraient eu 49%. C'est-à-dire qu'ils auraient eu le. Eh bien, ça, voilà un élément concret de récupération de la souveraineté nationale. J'insiste sur le caractère concret des figures concrètes parce que les systèmes politiques, les structures politiques qui dominent, elles se construisent par des personnes concrètes et par des figures concrètes. Aujourd'hui, la figure de l'impérialisme, du néocolonialisme, c'est la figure qui a la casse des oligarques. Si nous disons cela, ça veut dire que les figures de la production nationale, des gens qui produisent dans le pays, que ce soit public ou privé, ne sont pas les figures du néocolonialisme. Bon, jusqu'à quel point, etc. Donc je peux dire donc à Shamsuddin, la révolution sociale, aussi elle est en train de se faire. Si je pense que la révolution politique, elle est terminée, classe. Maintenant, ce qu'il faut chercher, il faut que le régime, enfin que l'organisation politique d'Aboutuleka est tombée, c'est comment construire, comment trouver un chemin, une voie qui permette de retourner aux élections, des élections évidemment, bien sûr, libres et démocratiques, pour que les Algériens puissent choisir entre leurs différents cours. Donc je voudrais dire aussi à Shamsuddin une chose simple qui n'apparaît pas dans les yeux des gens. Cette démarche, elle est obligatoirement, si elle est vraiment démocratique, opposée à l'hypothèse que le Hirak doit désigner des représentants. Parce que quand les gens mettent cette hypothèse en place, ils ne se rendent pas compte qu'ils supposent, ou qu'ils souhaitent, ou qu'ils rêvent, ou qu'ils espèrent que le Hirak, c'est une entité unique. Et donc on nous propose de créer un parti unique. C'est-à-dire le parti FNL, le parti unique de notre révolution. Ça a été un parti unique qui a été aménagé après 88 avec des rejetants, les reines. Ce qui est grave, c'est est-ce que cette hypothèse que imaginer que le Hirak désigne ce représentant comme étant un élément, une entité, une réalité unique, ce qui nous ramène à l'idée d'unicité. Et c'est la voie totalement contraire à la voie démocratique. Mais alors pourquoi les gens ils espèrent ça? Eh bien d'abord parce qu'ils n'ont pas compris les deux choses que nous venons de dire. Un, qu'il y a une révolution politique qui a été réussie, classe. On ne va pas continuer à achever une tâche qui est terminée. On va me dire, oui, mais Bedoui. Oui, je sais. Bedoui ou la Boucharab ou la Bouchouar, je ne sais pas comment il s'appelle, à l'APN, j'ai oublié son nom. Oui, bien sûr, ils doivent partir. Et c'est clair. Mais ça, c'est le travail de finition. C'est la finition, c'est le gros œuvre de l'air. Le
travail de finition, bon, ben, parfois ça peut demander du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est plus simple que cela. C'est pourquoi les gens n'ont pas vu qu'ils ont réalisé, qu'ils ont gagné, qu'ils ont remporté des victoires. D'abord parce qu'ils n'ont pas la certitude d'avoir remporté la victoire à cause de Bedoui et de Ben Saleh. Encore que Ben Saleh, toutes les décisions qu'il a prises jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été contre le Hirak. Elles ont été contre la caste. Il a enlevé les derniers éléments de la caste. Pour quelle raison? Est-ce que c'est la pression de l'armée ou pas des Banabaniches? Mais pourquoi ils veulent pas voir? Un, parce qu'ils n'ont pas, effectivement, ils n'ont pas évalué, ils n'ont pas encore le sentiment d'avoir gagné, mais on a d'autres qui, eux, savent qu'on a gagné, mais qui ne veulent pas de cette victoire. Ils ne la veulent pas. Alors, puisqu'on a fait le grand œuvre, Dourka, eh bien, il faut faire la finition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille plus loin dans le nettoyage. T'as les réseaux bancaires, les réseaux commerciaux. Et ils nous disent, stoppez, il faut faire une transition. Laquelle? La transition démocratique. C'est-à-dire qu'ils nous proposent une transition formelle qui, dans la forme, c'est-à-dire la Constitution, on va former un présidium, on va désigner quelqu'un, on va prendre des hommes providentiels. Et ils veulent justement que nous revenions à l'idée que la révolution, ce n'est pas le renversement d'un système sociopolitique. C'est juste le passage magique à une ère de la démocratie. Et alors, si on ne discute pas ce qui a été fait, c'est pour continuer à faire ce qui a été fait, sans sur le fond. Donc je voulais dire à Chebsentine, non seulement notre mouvement populaire, il a eu ces victoires-là, mais on veut lui contester ces victoires. Il faut qu'il s'arrête, parce qu'il est comme le Tagda. Et demain, le peuple va demander le socialisme. Quand on donne les usines, on va récupérer les usines qui ont été vendues de façon illégale. On va récupérer ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ce qui a été indûment et illégalement offert aux oligarques. Parce que c'est ça la logique ultime de la réparation du pillage. Il y a dans des moments historiques comme celui dont nous vivons, la balance constante sur la direction que le mouvement peut prendre, s'approfondir, aller plus loin, réclamer plus du point de vue concret, c'est-à-dire du point de vue social, ou alors faire les changements cosmétiques. Donc, la grande question, elle va revenir à ça. Bon, j'ai lu quelques protestations autour du contenu de cette mobilisation populaire. C'est comme si cette mobilisation populaire, elle n'avait pas de contenu social manifeste, c'est-à-dire visible. Quand Chebsentine se demande est-ce qu'on peut récupérer une réelle souveraineté et que dans la rue,
pendant les premières semaines, avant que Bouteflika démissionne, et qu'il y avait un approfondissement constant des revendications populaires. Les figures les martyrs. La dénonciation des ingérences françaises, américaines, etc. Elle était le signe, le signifiant, insuffisant, mais parlant, que les gens avaient compris que nous avions été ramenés dans une condition et dans une situation néocoloniale. C'est comme si nous devions reprendre la bataille, la lutte, la mobilisation pour redevenir indépendants. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention, parce que c'est là où, enfin, encore une fois de plus, Hegel, Marx aussi, bien sûr, sont importants. C'est que par rapport à 1954 et par rapport à 1962, il y a une différence qualitative importante dans ce désir du retour à la souveraineté nationale. C'est que si en 1954 et en 1962, c'était d'un point de vue dominant, populaire, évident, il n'y a que la révolution nationale, la révolution pour l'indépendance nationale, était d'abord une révolution nationale. Bon, il y avait à l'intérieur du mouvement de libération nationale qui allait dire ulama, le PPA évidemment, bien sûr, essentiellement, ou l'UDMA, il y avait ce débat. Est-ce que l'indépendance, c'est le drapeau, ou l'indépendance, c'est le développement, c'est notre économie, c'est se libérer des liens économiques. Autrement dit, le colonialisme, c'est quoi? C'est une domination d'un drapeau français. Ou alors, est-ce que le colonialisme, il appartient à un système de type économique, un système de pillage, je ne vais pas revenir là-dessus. Ben aujourd'hui, ce que les gens ont compris, le saut qualitatif du point de vue de la conscience, et pas d'une conscience forcément développée. Eh bien, c'est que la lutte pour la souveraineté nationale, c'est la lutte pour... Elle a un contenu économique. Le drapeau là, vous nous avez enlevé notre drapeau, notre indépendance, en nous livrant à la France, essentiellement à l'Union européenne, à travers un contenu économique. Et donc, ce qui est posé de façon pratique, c'est la question de l'option économique. Capitalisme ou non? Je ne dis pas capitalisme ou socialisme. Non. Je parle de capitalisme ou pas. Le PAADEC, c'est très général. C'est très général parce que quand vous allez au Venezuela, Hugo Chavez, ce n'était pas socialisme. C'était un système de justice sociale, d'ailleurs avec des fondements chrétiens et tout. La Bolivie, kiff. Ce sont des formes très inventives, très créatives, d'un retour, d'un effort pour trouver des voies de développement et des formes de développement favorables à nos pays et à notre peuple. Favorables. Et donc forcément, qui peuvent avoir plusieurs formes. C'est ça l'exigence nouvelle. La différence entre ces moments. Quand on arrive dans ces moments-là, la lutte idéologique, elle ne s'y fait plus. Alors pas du tout. C'est-à-dire dans le style, le socialisme c'est supérieur au capitalisme. Ou le capitalisme, non, c'est bien parce que le capitalisme correspond à la nature de l'homme. Tous les hommes, ils veulent faire des profits. Ça ne sert plus à rien.
ça devient une lutte idéologique du point de vue que ce n'est plus la réalité concrète qui compte. C'est uniquement comme ça des options. Alors la différence, c'est quoi? La différence dans un moment pareil, c'est qu'il y a des centaines de liens secrets qu'on ne connaît pas. في الغاز, في البترول, في الحديد, في les banques, في les assurances, في le commerce, qui nous lient à l'impérial, qui nous ligotent. Ce sont ces liens-là qu'il faut défaire au fur et à mesure. Et donc la mesure de préoption sur les actions d'Anadarko, c'est une mesure concrète. Il faut qu'on examine concrètement comment tous ces liens se sont tissés pour détricoter. Il faut détricoter. Est-ce que l'armée, pour répondre encore à Chemseddin, est-ce que l'armée, elle veut vraiment, comment on appelle ça, détourner la révolution à son profit? Bon, alors il faut quand même qu'on discute de cette armée, de l'ANP. La première des choses, je voudrais quand même rappeler à Chemseddin et à beaucoup de gens que l'ANP d'aujourd'hui, c'est pas l'ANP d'en 62. Ce n'est vraiment plus l'ANP d'en 62. D'une part, les effectifs de longtemps qu'âge, ils ont changé. Qu'est-ce qu'il reste comme Moudjahidine? D'ailleurs, heureusement pour l'Algérie, les juges les maquis, c'est Ben Ali ou Gaël Salah, et les deux ont été des maquis armés. Ils ne sont pas passés par l'armée française. Et donc, les effectifs, dans l'ANP aujourd'hui, ce n'est pas du tout les effectifs qu'il y avait en 62. Deuxièmement, et c'est pas tant, que cette armée, les effectifs Tawaha, ils ont également qualitativement changé. Ils ont changé. Ce n'est pas les maquisards qui avaient des formations scolaires ou de lycée ou là, peu développées. Aujourd'hui, vous avez une armée dont la technicité fait que vous avez un pléiade de docteurs d'État dans toutes les sphères. Ça ne peut pas être le même type d'armée que nous avions donc en 62, 70, mais surtout, je voudrais vous dire que cette ANP a dit, c'est l'ANP qui a fait sa guerre de libération nationale. Évidemment, elle est moins importante que la guerre de 54-62, mais c'est elle qui a résisté au terrorisme. Cette ANP, c'est elle qui était en train de carapahuter au maquis. Les généraux Tadarwak, les colonels Tadarwak. Mais c'est eux qui, il y a 10 ans, 15 ans, qu'un lieutenant, un capitaine et commandant, et qui étaient en train de monter à Fidjibel. Et ils ont perdu leurs camarades de combat, leurs frères de combat. Ils ont combattu le terrorisme. Et ils ont donc donné beaucoup de sacrifices. Alors, الناس عندهم هذيك اللي باش تاع الارمي ملي كان الاخر هذاك جو سي با كان جنرال كان يتقعر كان الفوق قال شغل يتكسل تواتي ولا هذا التوفيق ولا non, cette armée-là, elle est différente. Il y avait donc, y compris à l'intérieur de l'armée, une évolution à la fois démographique, technique, technologique, culturelle, qui fait qu'il y a eu une séparation progressive entre une hiérarchie militaire qui était finalement versée dans le civil et une armée réelle, concrète, qui était, elle, dans la lutte. Je dis ça, c'est pour que non seulement que les gens comprennent que cette armée,
On ne peut pas en parler comme si c'était la même chose, mais surtout pour rappeler aux gens que si moi j'étais un militaire comme eux, eh ben, je me serais dit que j'ai pas perdu mes camarades dans la bataille تاع les maquis ou les terroristes, mais j'ai dit des haddad. Et ça, c'est un élément de fond. Les gens n'ont pas compris. Non seulement c'est pas la même armée, non seulement c'est une armée qui est extrêmement mieux, plus instruite et mieux préparée, qui comprend mieux le. Mais en plus, c'est une armée qui a donné beaucoup pour la sauvegarde de l'Algérie. Et elle est en face de ce dilemme. C'est-à-dire qu'il va chez les derniers. Ils ont vu comment les gens dans les campagnes ont souffert. Réfléchir à l'armée, Hadi, comme si elle était le groupe d'officiers de la téléphonette ou le bancaire ou les crédits bancaires. La crise, Hadi, qui s'est passée, non seulement elle a dégagé Bouteflika, elle a dégagé les forces extra-constitutionnelles, elle a dégagé et le cerveau et les membres dans la caste, mais elle a aussi libéré l'armée du poids des généraux de la hiérarchie militaire qui étaient impliqués dans le pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que parler de lutte des classes à propos de cette armée, non seulement d'abord c'est une erreur, c'est une erreur grossière, mais c'est une injustice. Que Gaïd Salah ou que Ali Ben Ali, comment on appelle ça, bénéficient du respect de leurs jeunes camarades. C'est normal que nous mangeons. En plus, il y a des éléments qui devraient nous interpeller sur le rôle de l'armée. Un, si les gens devaient réfléchir, c'est que l'armée n'a commis aucune des erreurs qui ont été commises dans le printemps arabe. C'est-à-dire, première manifestation, ils ont compris, pas de répression, pas de sang. Et c'est l'armée qui a commencé à protéger les manifestations, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. En Tunisie, il y a eu des morts, en Égypte, en Syrie. Et ce sont ces moments d'émotion et de répression qui ont contribué à isoler donc les États. Ils ont compris qu'il y avait à la fois une vraie demande populaire de justice démocratique, de justice sociale, de changement nécessaire pour que l'Algérie elle-même puisse renaître avec son peuple. Ils l'ont compris. Comme ils ont compris qu'à l'intérieur de ce mouvement, il y avait des forces qui manipulaient. Qu'il y a des forces qui en tant que peuple. Mais nous, en tant que peuple, en tout cas parmi les gens qui étaient les plus avancés, nous savions qu'il y avait du printemps arabe. Hein? Haute-Port, ou les ONG, qui sont dans le régime change. Et tout était pris pour qu'il y ait un régime change. Donc les formes, des clubs danseuses, des pièces de théâtre dans la rue, les fleurs pour les policiers, tout ça, c'est le régime change. Mais ça, c'est cette dynamique du printemps arabe, comme la dynamique de la manipulation à partir du DRS, elles ont été écrasées par la mobilisation du peuple. C'est aujourd'hui que cette mobilisation populaire commence à réfléchir sur les solutions que le Hirak se divise
et que les mieux organisés, les minorités organisées, à la fois elles ont le plus de chances de gagner puisqu'elles sont organisées, mais en même temps elles organisent la communication sur leur victoire. Comme elles sont organisées, tu ferais le roman. Surtout Vizère, et Alger est une vitrine. Cette armée-là, elle l'a fait parce que cette opération, le régime change, le printemps arabe, à l'intérieur de la mobilisation populaire. Et il faut distinguer les deux. Il faut distinguer les deux. Elle est un élément et un moment d'une agression de l'Algérie. C'est clair que l'Algérie était dans le calendrier des révolutions colorées. C'est clair, des révolutions arabes. C'est clair. Sarkozy l'a dit, les gens à qui il l'a dit l'ont témoigné. Les éléments régionaux nous le disent, et nous le disent depuis un moment, parce que la Libye, elle est en train d'être transformée en une espèce de zone sans commandement central, sans pouvoir, pour l'installer Daesh. Pour l'installer. Et cette guerre de Haftar qui avance vers Tripoli, il avance avec l'aide des pays qui dirigent alors l'ANP dans cette condition. Et ça prouve que c'est les jeunes officiers qui ont compris. C'est le front intérieur. C'est le front intérieur. Nul État, nul peuple, nulle nation ne peut résister à des plans impérialistes si le front intérieur n'est pas solide. Ici, qui doit être solide dans tous les détails de la cohésion. Pourquoi? C'est pour ça les gens sont un peu déboussolés. Bon, ils sont déboussolés aussi parce que la presse, dès le départ de Hirak, a été une presse de guerre. C'est-à-dire derrière le guerre, ce n'est plus de la presse. TSA, elle parle au nom du peuple. TSA, tous les jours, quand le peuple veut, le peuple s'oppose à Gad Salah. Je comptais pour parler du peuple. C'est un journal. C'est un journal. C'est devenu à la fois un instrument de propagande, un instrument de mensonge et un instrument de guerre. Et tout le reste à l'avenant, Algérie à 360, etc. Les Tchèques gagnent le peuple contre Gaël Salah. Qui veut chercher le peuple contre Gaël Salah? Qu'est-ce que pensent les gens dans les campagnes? Qu'est-ce que pensent les gens dans les petites villes? Alors, c'est la vitrine. Ça, c'est de la communication. Ça m'étonnerait beaucoup que dans les campagnes, qui donnent beaucoup d'officiers, qu'on donne beaucoup de soldats à l'ANP, ils soient contre l'ANP. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais enfin, sur quelle base, sur quel chiffre, sur quel sondage vous parlez d'un peuple comme s'il était dans l'unicité, pas l'unité. Je parle d'unicité. C'est-à-dire, Hadou, au pire que le FLN, parti unique. Ce qui ressort, c'est que pendant toute cette période, toutes les manœuvres de l'armée se sont faites sur les frontières. Elles se sont faites avec des munitions réelles. Et c'est pendant ces moments que l'armée a parlé par la voix de Gaël Salah, qui lui maintenant il lit des textes. Je vais vous dire un sentiment profond qui est dans le mien. Un an. Moi je sais que si jamais nous faisons des concessions, nous, ou l'armée, à l'impérialisme, aux Français, aux Américains, à ceux qui sont en train de ramener Daesh à nos frontières,
eh bien, ils nous frapperont quand même. Ils nous feront quand même la guerre. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, on l'a vu au Yémen. Là où ils ne font pas la guerre, c'est là où ils ont gagné. C'est-à-dire, ils sont sur la logique de la victoire absolue. Même si on leur fait des concessions, même si l'ANP leur fait des concessions, ils vont quand même nous frapper. Et donc je pense que l'ANP, elle a compris ça. Et donc elle a tracé les lignes rouges. Les frontières, nous sommes prêts. À l'intérieur, nous sommes prêts, avec, en respectant le front intérieur, c'est-à-dire maintenant sauf les limites constitutionnelles, et le peuple continue à travailler, à faire sa révolution pour enlever les gens qu'il faut qu'on enlève, sans sortir de la Constitution. Parce que sortir de la Constitution, c'est abroger la Constitution. Abroger la Constitution, c'est abroger l'État. Est-ce que l'armée de ces jeunes-là, est-ce qu'elle a un autre choix pour la défense nationale que de devenir de plus en plus anti-impérialiste? Je voudrais vous signaler quelque chose. C'est ça, tiens, ça. Nous n'avions pas, l'Algérie n'avait pas de doctrine militaire. C'est tous nos amis. L'autre, l'Américain, mais c'est la première fois qu'on a entendu un chef militaire, Gaël Salah en l'occurrence, qui lisait encore un papier et dire, nous mettons en garde une puissance qui avait avec nous des relations historiques. C'est-à-dire pour une fois, notre armée, elle a désigné un ennemi. Comme toutes les armées du monde. Comme toutes les armées du monde. Bon, pour les Américains, c'est pas compliqué avoir des ennemis. Tout le monde est son ennemi. Bon, évidemment, bien sûr, d'abord la Chine et la Russie. D'abord, donc. On va dire l'Iran, mais l'Iran, c'est à cause de la Chine. Et on va dire tout le monde. Les Mahdi-Bouchlaï, c'est son ennemi, y compris ses amis. Avec eux. Mais vous avez, tous les pays ont une doctrine de défense. Et vous ne pouvez pas avoir une doctrine de défense si vous ne connaissez pas votre ennemi. Et derrière la désignation de la France comme adversaire, comme ennemi potentiel, regardez ce que nous avons fait. Nous sommes retournés sur des positions anti-impérialistes. Nous sommes retournés sur des positions anti-impérialistes. Donc la turte à la révolution, je l'ai dit, bon, on va recommencer. Le flux actuel, la mobilisation actuelle, elle n'a pas pour contenu une révolution sociale. Elle a pour contenu la restitution de notre indépendance nationale, de notre souveraineté nationale, avec la préservation de nos richesses, de nos ressources, de notre peuple, etc. Ça qu'elle est. C'est un nouveau flux de notre lutte de la libération nationale. Sauf que, cette fois-ci, la nécessité d'un contenu économique, elle est plus manifeste, elle est plus présente dans l'esprit des gens. Bon, évidemment, il faudrait encore travailler, qu'il y ait des gens qui en parlent, qui expliquent, mais l'estirlel, quelle économie, ça, il faut qu'on en discute. C'est ça l'essentiel. La nouvelle phase de reconquête de la libération nationale, elle a directement un contenu social. Et donc, voyez comment la révolution sociale réelle, concrète,
Elle n'est pas passée par, comment on appelle ça, les envois des socialistes. Non, elle est passée dans le concret. C'est concrètement, il faut qu'on enlève les oligarques. Elle dit Ferrouz ou Madarouaj. Madarouaj, Ferrouz. Les oligarques, ils sont encore au pouvoir, ils sont encore au pouvoir. Ils ont pris le pouvoir avec Eltsine, ils sont encore au pouvoir avec Poutine. C'est eux qui dirigent encore l'économie. Et donc, de ce point de vue-là, on a fait un pas immense. Le contenu, à la fois manifeste et de plus en plus nécessaire pour la reconquête de notre indépendance nationale, c'est que nous devons lutter contre toutes les formes de relais du néocolonialisme. Et donc nous devons, au moins, dans les étapes à venir, faire en sorte que s'il y a naissance et développement d'une bourgeoisie nationale, il faut que son travail en tant que bourgeoisie nationale soit le développement de notre économie nationale indépendante. C'est ça le... Voilà, donc ça on l'a compris. Comment dire ça très simplement? Les oligarchies qui sont liées avec l'économie mondialisée, qui sont les relais de le néocolonialisme, ils ne peuvent pas ne pas trahir le pays. Ils sont prêts à vendre le pays pour conserver leur trône. Ils sont prêts à vendre le pays pour conserver leur pouvoir. C'est la règle générale. Depuis que Bouteflika est arrivé, ça a été une accélération, un approfondissement, une aggravation de cette moussawama. C'est-à-dire donner pour garder, pour eux. Il n'y a pas de voie pour l'indépendance nationale à l'intérieur de cette liaison avec l'impérialisme. Et donc, la phase actuelle, elle dit, c'est une phase qui est une lutte contre l'impérialisme, à la fois du point de vue de la démarche concrète de ce qui se passe, mais à la fois, il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un contexte d'agressivité et d'aggravation de l'agressivité contre notre pays. Est-ce que c'est le gaz? Oui, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est tout ce que vous voulez. Mais je voudrais vous ajouter un élément. Il y a peut-être 15 ans, j'ai écrit un article sur le Sahel. Ce qu'on les Français ont commencé à s'intéresser au Soudan et au Sahel. Et il y a une bande de terre qui va du Soudan à le Gabon. C'est un véritable scandale géologique. Il y a tout. C'est d'une richesse incroyable, sur lesquelles on n'a pas informé des gens. Et le but des Américains, depuis très longtemps, est de faire même bas sur le Sahel. Donc ils sont en train de préparer le versement géopolitique qui leur permettent de faire même base. Et les bouleversements géopolitiques, on les connaît, c'est la division des grands États. C'est leur affaiblissement d'abord et c'est leur division. Il faut rajouter à l'Algérie en tant que secteur stratégique, c'est-à-dire géographiquement parlant, plus ce que nous avons comme ressources, c'est la fenêtre que l'Algérie a à travers son Sahara sur le Sahel. Voilà, je vais m'arrêter là tout en invitant les gens à redémarrer les discussions autour du contexte politique actuel.